On va reprendre maintenant notre colloque. Bon, les gens vont s'installer au fur et à mesure, donc il va y avoir un tout petit peu de bruit, donc je m'en excuse auprès des deux intervenantes. Donc Ramet Rajak et Marine Poutier, qui vont un peu nous présenter un peu cette recherche, puisqu'elle va être au centre véritablement de toute cet après-midi, la recherche NAMI, en quoi elle a pu apporter, nous poser un certain nombre de questions, en quoi elle a pu apporter un certain nombre de réponses. Donc Ramet, je te laisse la parole. Merci Serge. Alors effectivement, je vais introduire avec Marine cet après-midi pour notamment vous présenter la genèse de cette recherche. On va prendre un court temps et après on laissera la parole à quelques chercheurs qui ont été très actifs et également à d'autres personnes qui sont aussi des acteurs de terrain pour ouvrir sur les pratiques. Et donc, moi-même, j'ai coordonné cette recherche avec l'aide précieuse de nos chercheurs de l'équipe, notamment Fatima Touami, qui a été très active. Et nous avons nommé cette recherche « Nouvel accueil des mineurs isolés étrangers ». Alors, pourquoi « Nouvel accueil » Tout simplement parce qu'un besoin s'est fait ressentir d'accueillir autrement ces jeunes, d'essayer d'aller plus loin, de mieux les comprendre et qu'il fallait et un questionnement s'est posé sur la nécessité de modifier nos pratiques, nos manières de faire et de le faire sous forme de recherche pour comprendre quelle était la formule la plus adaptée. Et donc, au départ, on avait fait une réunion de réflexion qui avait eu lieu en 2011-2012 où différents acteurs de terrain ou représentants institutionnels du moins se sont réunis pour essayer de définir les besoins. Donc il y avait le Centre Babel, la DAZES, l'ASE du 93 aussi à l'époque, France Terre d'Asile, ISM, l'hôpital Avicenne qui a participé à la phase pilote et la Maison de Solène. Et nous avons décidé, on a listé toutes les problématiques, les paradoxes et on a décidé de centrer la recherche sur un aspect particulier qui est la relation entre le jeune et l'éducateur et notamment comment faire pour que chacun ait accès à la représentation de l'autre et l'occasion de dire une autre représentation de lui-même dans un lieu différencié des autres espaces et à un autre moment que dans l'urgence, ce qui permet aussi l'émergence d'une autre parole. Donc il s'agit d'une recherche-action donc, qui a pour but d'induire un changement durant le temps de la recherche et concrètement elle a consisté pour chaque binôme qui a participé à la recherche, éducateur et jeune, en une rencontre en 3 temps que je vais vous détailler rapidement. C'était une recherche, une étude qualitative qui a eu lieu sur 3 ans et qui a été soutenue par la Fondation France ainsi que la Ville de Paris bien sûr. Et qui, dans les outils qui ont été utilisés, avait pour but aussi de faire émerger les compétences transculturelles des professionnels qui sont en première ligne avec ces jeunes isolés étrangers. Et toi, Marine, c'est toi qui en parleras tout à l'heure, des différents défis auxquels ils ont à faire face et de l'expertise en quelque sorte qu'ils acquièrent au fur et à mesure de leur expérience. Et nous, en tant que chercheurs, donc il y avait un binôme de chercheurs plus un médiateur interculturel auprès de l'éducateur et du jeune lors de ces situations de rencontre, les chercheurs ont essayé aussi de transmettre nos manières de faire avec les relances transculturelles que les autres peuvent s'approprier par la suite et également par d'autres outils qu'on a utilisés comme des inducteurs de narration. Donc notamment on a utilisé des objets, on demandait aux jeunes d'apporter un objet du passé, un objet du présent, un objet du futur pour laisser la place à la créativité, passer autrement que par une parole directement interrogée, une parole qui peut se bloquer quand le statut des mots préjuge de l'avenir. On a également utilisé le médiateur interprète, donc qui fera l'objet de la deuxième table ronde. La première table ronde, elle, sera centrée sur l'alliance avec le professionnel référent. Au total, nous avons inclus 26 jeunes qui devaient initialement être d'une population non clinique, puisque c'était un facteur d'exclusion pour participer à la recherche si on pensait que le soin était prioritaire, mais au final, il y en a plusieurs qu'on a dû orienter vers le soin, et ça, on en parlera dans la dernière table ronde, en même temps qu'on évoquera l'ensemble des projets partagés qu'on peut mettre en place avec l'aide des différents partenaires.
Alors, les éducateurs qui ont participé, il y a eu une grande participation de l'ASE de Paris, notamment du SEMNA. Il y a eu aussi Hors la rue, la PJJ et dans les partenaires associatifs, ISM Interprétariat, bien sûr. Alors, il y a eu un impact, pour conclure, après je te passerai la parole Marine, l'impact de la recherche, je dirais, sur 3 plans. Donc sur le jeune, évidemment, on l'espère, en tout cas, enfin, on a eu des retours pour la plupart, en tout cas positifs, où le fait d'avoir l'occasion de montrer une autre représentation de lui-même et de faire un récit qui échappe aux représentations préconçues liées à son statut, de montrer aussi qu'on essaye de s'intéresser à lui, à qui il est véritablement, à sa culture, à son identité, la manière dont il se sent, ça le transforme. Ça le transforme. Il y a eu aussi une modification de la manière dont se représentaient les éducateurs, notamment une certaine humanisation, un accès à ce qu'étaient les éducateurs au fond et même à leur propre questionnement qui était dit de manière un peu plus ouverte, un peu plus exposée et du coup on était plus dans une logique de négociation, essayer de trouver ensemble des solutions, une co-construction, une coélaboration de projets partagés. Au niveau de l'impact, sinon au niveau des éducateurs même, il y a une valorisation, une reconnaissance de leur travail, le sentiment de mieux connaître le jeune ou de le connaître autrement, puisque très souvent, ils avaient, pour réussir à l'emmener dans la recherche, c'est qu'ils avaient déjà un bon lien, enfin un minimum de bon lien avec le jeune, mais qu'ils avaient l'impression de passer à côté de quelque chose. On les a aidés aussi à analyser leur propre contre-transfert culturel. Et enfin, 3e impact, sur le plan institutionnel. Donc au niveau de l'ASE, c'est toi qui nous diras Marine, et moi je dirais au niveau des soins, puisqu'on a adapté nous-mêmes nos dispositifs en fonction des résultats de cette recherche, et ça j'en parlerai en fin de journée. Donc juste une petite présentation de l'équipe. Donc l'équipe de recherche est dirigée par Marie-Rose Moreau. Il y a eu en gros une dizaine de chercheurs qui ont participé à la recherche. Alors sur 3 ans, il y a eu des gens qui sont partis, qui sont revenus, des gens qui ont été stables, comme Sophie Mallet, Serge, Fatima Touami que vous allez voir tout à l'heure. Des internes qui sont devenus des grands maintenant, donc des chefs de clinique, des assistants, donc Stéphane Minassian, Laure Westeland, qui ont fait des travaux sur différents axes précis de la recherche et ils auront l'occasion d'en faire une restitution lors des tables rondes. Il y a eu aussi Carole Lebrun, Asma Bernichi, Flora Hollande, Sabrina Hieron, Anna Moscoso, et puis des personnes de la phase pilote d'Avicenne, donc Gesine Sturm, Agathe Benoît, Héloïse Marichès, Catherine Ledu, Bénédicte Goudet, Thierry Bobet aussi pour la réflexion, et Jonathan Lachal qui nous a soutenu beaucoup pour l'analyse fine et détaillée des différents entretiens sur la base d'une méthodologie qualitative. Donc toi Marine, tu as été un précieux partenaire dès le début, tu as vu naître la recherche et tu l'as soutenue au sein du SEMNA, nous adressant notamment plusieurs situations, tu en as vu l'impact aussi. Donc je te laisse dire ta place au SEMNA ainsi que les impacts de la recherche avant qu'on puisse ouvrir aux différentes tables rondes. Merci Ramette, et je vais dire à quel point ça a été important pour nous que cette recherche ait les suites. Donc moi je vais vous parler du lieu d'où est née cette recherche. Je suis psychologue au bureau de l'aide sociale à l'enfance de Paris auprès des jeunes non accompagnés depuis le début des années 2000. Depuis lors, j'ai reçu autour de 600 de ces jeunes. Nous sommes 2 psychologues depuis 2010. Nous ne pouvons pas rencontrer tous les jeunes. Ils sont très nombreux, Madame Versini l'a dit ce matin. Nous rencontrons ceux qui sont perçus comme les plus fragiles par les travailleurs sociaux de notre équipe du SEMNA, secteur éducatif auprès des mineurs non accompagnés, ici présentes. Au-delà du SEMNA, lorsque c'est nécessaire, nous continuons de les accompagner lorsqu'ils passent sur leur lieu de placement ou au SEJM, secteur éducatif auprès des jeunes majeurs. Soutenir nos collègues assistants socio-éducatifs importe beaucoup aussi, car ils sont aux premières loges dans la rencontre parfois douloureuse, déstabilisante avec ces jeunes en désarroi. La recherche NAMI a été très importante pour eux, car ses objectifs étaient de développer et de mettre en valeur leurs compétences transculturelles, de manière à pouvoir mieux faire face aux différentes problématiques des jeunes. De ces problématiques, je distingue 4 au-delà des difficultés qu'ils connaissent tous, car on ne quitte jamais son pays seul par gaieté de cœur. Premièrement, arrivent par avion des jeunes de milieux que j'appelle émergents, d'Asie surtout, mais aussi d'Afrique. Les parents décident qu'ils doivent partir, ils l'apprennent souvent au dernier moment. La promesse est de monts et merveilles, mais à l'arrivée, c'est l'abandon, à l'aéroport le plus souvent, par le passeur qui disparaît avec leurs papiers. Ces jeunes sont encore petits, effectivement,
pas préparés à se retrouver seuls, en danger car livrés à eux-mêmes, en terre et en langue bien souvent inconnues, avant d'arriver à l'ASE. Leur prise en charge est complexe car ils sont souvent exigeants, puisqu'on leur a promis une vie plus belle, plus riche matériellement que celle qu'ils avaient au pays, surprotégés par papa et surtout par maman, qui demeure très présente par le téléphone, même si elle est loin. Ils souffrent jusque dans leur chair de la séparation, de frustrations affectives massives, au point d'avoir de grandes difficultés pour arriver à se mettre au français, à la cuisine d'ici, aux études. Ou au contraire, ils campent dans un collage, dans un remplissage qui leur permet, même si c'est à leur insu, de penser le moins possible pour ne pas risquer de craquer. Ils peuvent rester longtemps figés, bloqués, car ils savent en même temps que le retour n'est pas envisageable pour leurs parents. Et ils ne s'autorisent pas à leur dire ce qu'ils endurent pour les épargner, dit-il, pour ne pas leur faire mal. Deuxième catégorie, si je peux dire, mais ce n'est pas des catégories, c'est des repérages que je me donne, ces familles émergentes, surtout en ce moment d'Inde, d'Afghanistan, du Pakistan, d'Égypte, envoient des enfants de plus en plus jeunes, 12-13 ans, et leur souffrance est abyssale. De surcroît, ils sont souvent munis de papiers qui les vieillissent, sans doute pour qu'ils soient régularisés plus vite. Troisièmement, arrivent en nombre des jeunes d'Afrique de l'Ouest, les aventuriers, comme ils se nomment eux-mêmes, qui mettent longtemps pour arriver, en passant par la route, le désert, la mer, soumis à des passeurs sans scrupules, sans respect, à de rudes épreuves. Mais ils ont en général décidé et pensé un minimum leur départ, ce qui donne à la plupart une capacité de résistance étonnante, qui leur permet de souvent faire face ici plus rapidement. Quatrièmement, des jeunes sont nombreux à arriver d'Afrique du Nord, les haragas. C'est ainsi qu'ils se reconnaissent. Ils sont ceux qui brûlent les papiers, les frontières, les lois, les interdits, leurs attaches, leur vie souvent aussi. Ils empruntent des circuits tout aussi risqués que les jeunes Africains aventuriers et cumulent en plus des dépendances fortes à toutes sortes de stupéfiants, psychotropes en particulier, proposés, imposés par les passeurs pour se donner du courage. Ils sont très désocialisés, souvent suivis par la PJJ en parallèle de l'ASE. Ils sont très malades dans leur corps, dans leur psychisme, du fait des produits consommés depuis longtemps et en quantité de plus en plus grande pour tenir, mais également du fait de la traite implacable des passeurs, du réseau. Affectivement aussi, ils sont très mal, ils sont à vif, des suites de carences, de traumatismes qui remontent souvent à leur enfance, en même temps que leur cœur est émoussé, parce qu'au fil des trahisons, ils ont perdu leur capacité de faire confiance à un autre. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas le droit de nous dire ce à quoi ils sont soumis. C'est l'omerta qu'ils n'ont pas intérêt à transgresser. Les jeunes qui arrivent sont surtout des garçons, mais je rencontre aussi beaucoup de jeunes filles. La situation des jeunes filles non accompagnées est difficile ici, ayant dû partir contre leur gré pour échapper à divers forçages, souvent grâce à la complicité d'une figure maternelle protectrice dont il est encore plus douloureux d'être séparés. D'autres sont prises dans des réseaux de traite des êtres humains. Elles sont très fragiles lorsqu'elles en sortent pour être confiées à l'ASE. Toutes débarquent littéralement dans un monde et dans un mode relationnel complètement différent. De plus, elles sont souvent en butte au rejet de leurs compatriotes garçons pour qui elles n'ont rien à faire ici, leur place est à la maison. Du coup, ils n'ont pas à les respecter, ils peuvent les harceler, chercher à profiter d'elles, et cela en rajoute aux blessures, à la solitude, aux dangers encourus par une jeune fille seule à Paris. J'ai pu constater au fil des années qu'une mission essentielle auprès de ces jeunes est de les soutenir, apaiser, rassurer. Il est tout aussi important d'arriver à repérer puis à explorer ensemble les implicites culturels différents qui peuvent être source de contresens déstabilisants. Je ne donne que 2 illustrations brèves ici. Je fréquente signifie pour les jeunes du Cameroun et de Côte d'Ivoire en particulier, je fréquente l'école sérieusement. Je pense aussi au swastika, symbole de paix et d'harmonie, souvent dessiné par un jeune homme afghan, pris par ses éducateurs pour une croix gammée fasciste, avec les suspicions que vous pouvez deviner. Les jeunes qui viennent me voir ont en commun d'être en souffrance de rupture, de séparation, de deuil parfois, de se sentir très seuls, souvent pour la première fois. Aussi, dans l'espace que je leur propose, je mets un accent particulier sur tout ce qui peut leur permettre de retrouver et renforcer en eux les représentations structurantes, les bons objets surtout parentaux, laissés au pays ou disparus.
Je vois des jeunes au long cours, d'autres moins longtemps parce qu'ils ont pu rebondir plus vite, d'autres encore parce qu'ils partent dans d'autres services à eux. Le téléphone permet de faire la liaison. Il est des jeunes qui sont pas prêts et qu'il vaut mieux recevoir en petits groupes, mais d'autres, et j'en arrive à la recherche, d'autres, au-delà du travail d'étayage nécessaire pour les assurer mieux, ont besoin d'un travail de fond et la collaboration avec la Maison des adolescents de Cochin, surtout puisque nous sommes à Paris, mais aussi avec Avicenne, car ils sont nombreux à avoir besoin de soins spécialisés, et depuis une dizaine d'années, une ressource précieuse. Au-delà de la recherche NAMI, débutée dès 2013, qui a une grande importance en ce qu'elle a permis à des jeunes d'oser entrer dans des soins qu'ils refusaient jusque-là. Au-delà, cette recherche a su mettre en confiance des jeunes qui ont accepté d'y participer. Dans les suites, c'est une chance qu'une consultation spécialisée leur ait été ouverte en 2015 à la Maison des adolescents de Cochin, une grande ressource pour nous du SEMNA, que Perche leur soit tendue, dont ils sont un nombre grandissant à pouvoir se saisir et qu'ils tiennent parce qu'ils s'y retrouvent. Donc juste un petit mot sur les sacoches dont vous disposez. Il y a un Vademacum qui est un outil que nous avons conçu en collaboration avec la ville de Paris et à l'issue des résultats de la recherche pour essayer de cibler les ingrédients d'une rencontre réussie, enfin en tout cas essayer de les définir. C'est un outil modeste mais qu'on a essayé de faire suffisamment riche et lisible. Voilà, donc surtout gardez-le précieusement, enfin en tout cas ne le jetez pas comme une publicité. Et nous avons aussi des revues une revue L'Autre qui est sortie le dernier numéro sur la thématique des mineurs isolés étrangers. Il reste encore quelques numéros là à acheter. Voilà, donc on est une équipe à avoir écrit, donc l'équipe de recherche, mais aussi d'autres auteurs sur ce sujet-là. Donc, on va passer à l'extrait vidéo du film Tout à reconstruire, 2 minutes. On a essayé justement de faire figurer les jeunes dans ces vidéos. Voilà, Tout à reconstruire. Bien, c'est 1, 2, 0, 1 et 0. C'est tous les Afghans qui sont venus sur l'île, il y en a qui sont encore sur l'île, il y en a qui sont partis en Angleterre, il y en a qui sont partis en Norvège, il y en a qui sont restés ici. Des attaques suicides comme celle-là, il y en a une tous les 3 jours en Afghanistan. Tout le temps il y a la guerre là-bas et ça fait mal au cœur. Mon père aussi, il connaît que la guerre en Afghanistan depuis longtemps, il y a la guerre là-bas. Avant c'était avec la Rousse, après la Rousse c'est Moudjahidine, après Moudjahidine Taliban. Même dans mon village, tout le temps c'était la guerre, des fois on entendait le souffle des raquettes, des balles. Mais c'était que la guerre. Il a un gros projet, c'est de pouvoir effectivement retourner en Afghanistan. Il se pose beaucoup de questions, il n'a pas les réponses. Il a besoin d'aller vérifier. Donc Nemat est bien clair, ce qu'il veut effectivement c'est de pouvoir continuer à mettre en place ce qu'il a fait, c'est-à-dire continuer sa scolarité, aller le plus loin possible. L'idée c'est de pouvoir dire, tant que je peux avancer, je continuerai à avancer, tant que je peux évoluer, je continuerai à évoluer. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses qui me passent par la tête. J'ai du mal à me concentrer sur certaines choses, j'ai du mal à avancer, parce qu'effectivement, juillet approche, le voyage éventuellement approche, les questions ressurgissent, et l'espoir aussi. L'espoir est important de pouvoir effectivement retrouver certains membres de sa famille, je pense. Le gros paradoxe, c'est que l'établissement ne pourra pas l'aider. On comprend le fait que tu aies besoin d'aller vérifier des choses, sauf que tu dois aussi comprendre que dans la mesure où l'établissement te protège, il ne peut pas non plus t'accorder de partir dans un pays où il existe encore des dangers, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à accepter, sauf que des solutions, il en existe. Et il a un parcours énorme, et je pense qu'il est tout à fait effectivement capable de pouvoir mettre en place ces choses seul, de par le réseau qu'il a pu se créer. J'appelle les modérateurs de la table ronde, Fatima Touami, donc, qui est psychologue à la Maison de Solène, et Charles Di. Voilà, et on aura placé, alors on a été un peu frustrés, on aurait voulu mettre encore plus de personnes dans les tables rondes, donc il y aura quelques personnes qui seront, auxquelles on donnera la parole de manière assez libre, qui se mettent sur le devant, donc les éducateurs qui ont participé à la recherche, les différents médiateurs. Voilà, je vous laisse la place. Peut-être que vous voulez vous présenter chacun vous-même.
Merci au Centre Babel, merci au professeur Moreau pour cet accueil et pour nous donner la parole autour d'une clinique particulière, d'une clinique que j'appellerais la clinique de la mondialisation, d'une clinique que j'appellerais aussi la clinique de l'humanité. Accueillir le binôme mineur isolé étranger référent et son référent éducatif, comment apaiser et renforcer la relation éducative. La relation éducative est ce lien de dépendance et d'influence réciproque qui permet d'assumer la formation et le développement des êtres humains. Dans le cadre familial, la relation éducative entre parents et enfants transmet les modèles de comportement, de façon de faire, de sentir, d'agir, qui marquent le devenir de tout être humain dans son histoire personnelle. Dans le cadre social, la relation éducative entre un enfant et un éducateur de métier modèle le développement de l'être humain selon les valeurs et idéaux collectifs de la société. L'éducation est donc bien un fait de culture, et la relation éducative n'est rien d'autre que le lieu de la mise en scène de ce rapport de transmission. Or, comment accepter d'être éduqué, accompagné, orienté, quand les représentations du monde divergent, quand la barrière de la langue éloigne, quand la manière de penser le monde s'oppose aux attentes parentales du village ou de la communauté? Comment accompagner ces jeunes quand leur parcours est émaillé de ruptures et de traumatismes, où il reste difficile de faire confiance en l'adulte qui a pu prendre 1001 facettes durant les voyages? Il est à l'air nécessaire de penser et d'interroger les liens étroits et complexes entre filiation et affiliation pour soutenir la relation éducative et comprendre les malentendus et les impossibilités de cette relation duelle et singulière du MI et de son référent éducatif. La clinique nous a montré la nécessité d'accueillir dans un dispositif innovant, à géométrie variable, le binôme mineur isolé étranger référent éducatif. Dans une perspective transculturelle et d'accueil thérapeutique, la nécessité était d'emblée d'accueillir les singularités, de nommer, signifier les souffrances, les inquiétudes, les incompréhensions et malentendus, les doutes, pour lever les voiles de ce que j'appellerais les césures ou de ce que je nomme les clivures institutionnelles, tout ce qui empêche la mise en lien, l'alliance, la confiance, la reconnaissance, toutes les conditions nécessaires à la rencontre éducative ou la rencontre thérapeutique. La relation éducative, ce qu'on n'apprend pas quand on est sur les bancs des IRTS, cette boîte magique des éducateurs qui permet d'accompagner et de mettre en lien et en lieu quand les chemins semblent égarés, quand les affects semblent anesthésiés. Il s'agit alors de prendre en considération et d'envisager la transformation volontaire d'une émotion en connaissance et en savoir-faire. Prendre en considération la question transféro-contre-transférentielle et le contre-transfert culturel pour en faire un outil de travail, une réflexion inclusive qui met au travail la rencontre d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte sans référent familial, mais d'un adolescent qui a une histoire, une langue, une culture, une opinion politique, des attentes, des rêves et une dette de vie. Avec, sur le territoire, la rencontre d'un professionnel qui a lui aussi une histoire, des croyances, une langue, des idées, des opinions politiques. Ces professionnels sont garants de la protection de l'enfance et de tout ce que véhicule à travers eux Madame la France dans ses relations et ses histoires communes du rapport Nord-Sud et de ses anciennes colonies. Accueillir le binôme mineur isolé référent éducatif, il s'agit alors de comprendre comment s'opère la rencontre, d'interroger les implicites et de permettre aux émotions de s'éclore, de réveiller les sens, anesthésier, signifier, nommer, réinterroger les espaces lorsque l'éducateur est confronté à des expériences radicales de l'altérité, telles qu'ils n'ont plus les mots pour expliquer la rupture de continuité qu'ils vivent dans les relations et le lien social. L'émotion intervient alors dans toutes ses ambivalences, amour, haine, colère, dégoût, honte, culpabilité, mépris, surprise et tristesse. Il s'agit en fait, en réalité, d'éprouver ensemble le monde, de se le représenter et de communiquer avec autrui, en somme, de trouver le chemin pour être a good enough educator, un éducateur suffisamment bon. Cela demande de ne pas nier son implication, mais bien de l'expliciter, de la mettre à plat et de l'assumer auprès du mineur isolé accompagné.
pour que cette personne puisse à son tour s'impliquer, faciliter chez les personnes accompagnées cette ouverture à soi, au monde et aux autres, et lui permettre de trouver son propre rapport au monde, un rapport singulier, original, qui lui permette de se tenir seul parmi les autres, suppose de ne plus considérer l'émotion comme une entrave à la relation, mais comme le gage d'une relation de communication authentique, où la personne est appelée à changer, évoluer, se réformer, se transformer. Si le mineur est bien le seul à pouvoir mener ce travail, il ne peut le faire que dans une communauté émotionnelle impliquant autrui. Accompagner et réajuster l'accordage émotionnel pour permettre de donner du sens à ce qui se joue, à ce qui prend ou ne prend pas, comprendre et se faire comprendre, car ce qui fait sens indique ce qui a un prix pour lui, non pas directement en valeur marchande, mais d'un point de vue affectif. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de la relation éducative, que nous allons accueillir des gens importants, une équipe de choc qui a permis de mettre en lien et d'essayer de trouver et de comprendre ce que chacun en soi a comme outil pour accueillir l'altérité. Merci. Merci Fatima. Permettez-moi, avant d'introduire ces intervenants, d'exprimer ma gratitude ici au professeur Moreau, qui m'a aussi accueilli, pas comme un mineur isolé étranger, mais comme un adulte étranger et isolé. Merci aussi à toutes les mains qui ont organisé ça et à vous tous ici présents. Et effectivement, aujourd'hui, pour continuer à coordonner ce travail et réfléchir ensemble, nous allons avoir ici sur la table Madame Atsma Benichi, Madame Françoise Serroin, Sévan Minassian, est également Monsieur Mazega, Jérôme. L'accompagnement et l'accueil des soins de ce public particulier est une question singulière, parce que c'est un public qui n'est pas classique dans la relation éducative. Ils sont mineurs, donc encore en construction. Ils ont traversé des choses complexes. Ils sont isolés et étrangers, donc ils cumulent beaucoup de facteurs de vulnérabilité. C'est aussi dans ça que nous sommes appelés à travailler. On va commencer par Monsieur Mazega, si vous voulez bien. Vous êtes éducateur spécialisé au SEMA. La première chose, c'est qu'est-ce que le SEMNA? Et quelle est la singularité d'un éducateur qui travaille au SEMNA? On ne fait pas ce métier comme ça. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec les mineurs isolés étrangers, qui est un public singulier, comme je l'ai dit tantôt? Vous avez été très actif dans la recherche, Nami. Pourquoi cette recherche vous semble-t-elle nécessaire et que vouliez-vous y trouver? Quelles étaient vos difficultés avec ces jeunes orientés vers la recherche? En quoi cela vous a-t-il aidé et en quoi cela a-t-il modifié ou favorisé l'accompagnement et votre relation avec les jeunes? Je me fais un peu long, hein? Avez-vous un souvenir, une phrase, une image qui vous ont marqué autour d'une situation de la recherche? Je vous laisse la parole. Merci bien. Ça fait beaucoup de questions. Donc on va essayer d'être à la hauteur. Donc le SEMNA, donc secteur éducatif auprès des mineurs non accompagnés, donc il assure l'interface avec les structures de mise à l'abri et le lien avec la justice. Il organise l'orientation vers une prise en charge favorisant l'autonomie et assure le suivi de ces jeunes. Des partenariats spécifiques ont été renforcés avec l'Éducation nationale et les associations, notamment pour l'apprentissage du français et les formations professionnelles. Le SEMNA est un service éducatif qui accompagne les mineurs isolés étrangers qui n'ont pas de représentants légaux sur le territoire. C'est un service gardien de droit, donc de l'aide sociale à l'enfance, sous l'autorité du juge des enfants qui ordonne un jugement de protection avec le placement du jeune mineur. Donc, la singularité donc, de l'éducateur. Deuxième question. Le travail de l'éducateur est de construire avec le jeune une relation éducative pérenne. La première rencontre est souvent essentielle. Elle doit se faire avec une notion d'accueil, de bienveillance, pour qu'une relation de confiance puisse s'instaurer au fil du temps. La confiance et la relation d'aide amènent vers une relation éducative. Donc une petite citation que je m'autorise. Éduquer entre le dire et le faire, de Philippe Mérieux. Une petite image aussi, pour un peu illustrer le propos. S'il te plaît, apprivoise-moi
donc c'est le dialogue du Petit Prince avec le renard de Saint-Exupéry. C'est ce qui permet de créer des liens. Donc, Jérôme, je me permets de t'appeler par ton prénom, parce qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre de la relation éducative, et tu étais, dans le cadre de la recherche NAMI, tu étais très active. Pourquoi il était important, selon toi, qu'à un moment donné, dans le parcours que tu avais avec les jeunes, que tu puisses les accompagner vers la recherche pour pouvoir, et on peut parler d'un jeune homme qu'on va appeler Amine, qui t'interrogeait beaucoup, mais en même temps il y avait énormément de liens avec toi. Donc on peut présupposer que la relation éducative, le lien de confiance, il était déjà là. Mais en même temps, tu avais peut-être besoin de le rencontrer d'une manière différente. Peut-être tu peux nous parler de Amine et de ce qui s'est passé dans le cadre de la recherche. Donc là, on peut parler du fameux contre-transfert aussi. Donc je vais un peu illustrer encore en expliquant que quand j'ai rencontré donc Amine, il m'a touché dans son aspect physique, qui était effectivement un jeune qui avait eu un accident très grave tout petit et qui avait une malformation de son cou. Donc il m'a interpellé et donc de cette façon, il a pu se présenter, parler de son vécu, de son histoire singulière. Donc c'était un appel à l'aide, malgré sa détresse, une demande d'avancer ensemble et ma conviction d'un possible pour ce chemin. Donc ça a été aussi le début, à ce moment-là, de l'étude. Donc ça fait tout de suite... C'est-à-dire c'était Amine qui se présentait pour toi comme on peut dans une catégorie de mineurs isolés étrangers, mais dans une catégorie de mineurs isolés étrangers qu'on peut les penser difficiles. C'était un jeune homme du Maghreb avec un parcours compliqué et difficile, mais qui avait aussi une singularité. Alors il s'appelait Amine, on savait qu'il venait du Maghreb et on ne savait pas trop d'où du Maghreb. Qu'est-ce qu'elle a permis la recherche de mieux connaître l'enfant? Quelles sont tes idées par rapport à la rencontre avec Amine, ce qui a permis qu'à un moment tu puisses le voir d'une manière différente? Il venait d'Oran? Oui, absolument. Il est venu d'Oran et donc à cette première rencontre, donc début donc de l'étude, il était déjà en confiance. Donc, je pense qu'il avait compris un petit peu la démarche. Il a investi tout de suite. Je pense que le fait que vous soyez aussi avec des origines de là-bas, je pense que ça a aidé aussi. Bon, il y avait l'un médiateur. Et tout ça, ça a donné naissance à qu'il soit dans la confidence, qu'il ait pu parler donc de son histoire et du chemin que nous avons fait plusieurs fois. Donc accueillir dans la langue, oui. Ce que vous dites, accueillir dans la langue, mais aussi l'accueil, cette question de l'hospitalité, de pouvoir manger ensemble, prendre un café ensemble, un accueil particulier, sans qu'on soit dans le temps administratif, a permis que Youssef puisse à un moment... Amine, puisse à un moment, c'est pas bien grave. À un moment parler de lui d'une manière différente. Oui. Bon, c'est vrai. Il y a le support de l'étude, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça a renforcé aussi ce lien qui a permis, aussi bien de son côté que du mien. Donc ça a renforcé le mien comme ça dans quelque chose de transversal entre vous par rapport à lui et lui par rapport à vous. Mais triangulaire aussi avec vous. Donc je pense que c'est ça qui a permis de créer ce travail avec lui, qu'il a investi aussi. Merci M. Mézago. En vous écoutant, vous mettez l'accent sur deux choses. La nécessité de créer une relation éducative pérenne et apaisée d'une part, mais aussi la nécessité de prendre en compte un concept qui est très familier, c'est le contre-transfert. Oui. C'est des choses qui sont très très fortes à entendre. C'est-à-dire que nous serons traversés par un ensemble de modifications émotionnelles en accueillant ces jeunes avec leurs histoires qui sont parfois assez éprouvantes. Absolument. Et en même temps, je crois, M. Mazega, que vous n'avez pas fait ce métier d'éducateur spécialisé pour rien. Et que quand on est éducateur spécialisé, on peut travailler dans différents lieux. Et vous avez choisi de travailler au SEMNA auprès d'un public mineur isolé étranger, avec toute la problématique. Oui, alors... Bon, là, il y a encore deux questions. Sans les petits papiers. Non, mais les petits papiers, mais c'est le support aussi qui permet donc de garder le fil. Donc, le petit papier, on va le mettre là, mais sur cette question, bon, je suis éducateur déjà depuis quelques années, et donc j'ai travaillé aussi dans un centre qui recevait donc ces jeunes qui étaient donc de plusieurs pays. On les appelait pas les MI. Le micro. On les appelait pas les MI.
Et depuis quelques débuts des années 2000, bien sûr, on leur a mis l'étiquette mis avec le statut qu'ils ont et la singularité de chacun. Mais dans une relation éducative, on ne fait pas de différence dans ce travail-là. On est là pour les aider, pour les accompagner. Et, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on est là pour eux et pour ce travail où il y a beaucoup d'implication et d'engagement. Merci. On va pouvoir peut-être permettre à tous les intervenants de donner rapidement leurs propos et échanger. Et peut-être éventuellement, on pourra revenir vers vous pour des précisions, si jamais le temps qui nous est imparti nous le permet. On va écouter le docteur Sevan Ménessian, qui est pédopsychiatre, dont le regard s'est porté sur une question qui me paraît assez au cœur de cet accompagnement. Il s'agit de l'identité transmise à l'identité narrative, la nécessité d'accueillir les différents temps des mineurs isolés étrangers. Sevan. Alors, je vais reprendre ce que tu disais concernant le fait que tu aies été amené à te retrouver porte-parole finalement de ce que pouvait dire le jeune, de son parcours, de ce que pouvait dire le jeune de ses difficultés. Et on se rend compte effectivement que pour des jeunes aussi isolés, l'éducateur se retrouve dans une situation parfois qui peut aller jusqu'à la parentification, dans une situation où il se retrouve dans une forme d'affiliation alternative, puisqu'il est amené à porter, en tant que seul adulte, physiquement présent, le projet du jeune, le présent du jeune, et aussi ce qui découle de ce qui est transmis de son voyage et aussi de ce qu'il amène avec lui dans ses bagages. Et nous avons été amenés ensemble avec les éducateurs à essayer de tisser ce qui pouvait ressortir de dialectique finalement entre ce que pouvait amener le jeune de son histoire et aussi de ce qu'il souhaitait par la suite du projet qu'il voulait avoir, et ce que l'éducateur aussi demandait aux jeunes. Et donc, on s'est retrouvé aussi face à des éducateurs, avec des éducateurs et avec des soignants, puisque nous-mêmes, nous ne savions pas de fait ce que le jeune pouvait désirer, pouvait vouloir, avec des éducateurs qui nous demandaient et qui se demandaient, et qui demandaient aux jeunes de leur expliquer ce qu'ils souhaitaient faire, ce qu'il pouvait faire pour lui, et le fait que cette temporalité finalement du projet qui pouvait être mis en place entrait en ligne de compte avec se confronter avec la temporalité qui pouvait être une temporalité psychique du jeune, mais aussi une temporalité inhérente à l'adolescent qu'est le jeune, ou à l'enfant qu'est le jeune. Donc, on se retrouve face à la temporalité de l'institution en elle-même, la temporalité de la prise en charge, le couperet de la majorité, et les démarches et les projets qui doivent aboutir. Et face à ça, on a le jeune avec une temporalité du mandat qu'il peut avoir. On a parlé du mandat tout à l'heure. Le mandat qui peut être celui du père, de la famille, du village, mais aussi le mandat transgénérationnel plus largement, comme on en a parlé tout à l'heure. Et le mandat d'accomplissement personnel, parfois même le mandat politique que peut avoir le jeune lors de sa venue et de son intégration dans une prise en charge finalement. Donc on s'est retrouvé avec des jeunes qui nous expliquaient ça, qui nous expliquaient par exemple, on avait un jeune qui nous avait dit très bien avec son éducateur, une seule main n'applaudit pas. Donc j'ai besoin d'une autre main, donc de l'éducateur, pour finalement avancer. Et face à ça, on s'est retrouvé avec le récit du jeune et aussi le récit que l'éducateur amenait lui-même, ce qu'il avait pu savoir. Et on a essayé, grâce à ça, d'avoir accès aux représentations, à l'identité et à l'histoire du jeune dans un rapport dialectique qui n'était pas un rapport de vérité, puisqu'on a beaucoup été amené ce matin à parler de comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce qu'on peut évaluer les choses. Là, c'est pas du tout le cas. On met de côté ces choses-là et on essaie de comprendre ce que le jeune peut raconter de ce qu'il souhaite devenir. Et donc on le fait ensemble avec des outils
qui sont des outils qui vont nous permettre de mettre en continuité, d'historiciser un vécu qui est un vécu de rupture. Ça, vous l'imaginez bien, effectivement, un vécu de rupture vis-à-vis du pays, de la famille, avec tous les obstacles du voyage, et finalement un vécu de rupture aussi dans le cadre de son parcours institutionnel par la suite. Et donc, Sévan, c'est aussi d'une certaine manière comment on arrive à montrer les compétences de Jeanne, tout ce qu'il sait Exactement. faire, et on a réfléchi ensemble dans le cadre du dispositif à avoir des outils. Tu peux en parler? Oui, exactement. Donc on peut arriver effectivement aux outils en eux-mêmes, puisque on ne peut pas être amené à faire un récit. Généralement, on n'est pas amené à directement comme ça servir un récit. D'ailleurs, on le sait. C'est très important. C'est quelque chose qu'il est important de noter. Le fait que les jeunes les plus fragiles, eux-mêmes, par exemple ceux qui ont des niveaux de stress post-traumatique élevés, eh bien, sont amenés à avoir, lorsqu'ils évoquent leur histoire, à avoir une mémoire autobiographique qui est divergente. C'est-à-dire qu'ils font des récits divergents de leur histoire, alors que les personnes sont amenées à leur demander à but d'évaluation, de donner une histoire très construite de leurs difficultés pour pouvoir les prendre en charge. D'une certaine manière, l'idée c'était de réanimer les sens. Et qu'est-ce qu'on a fait pour réanimer les sens? Quel outil on a utilisé pour pouvoir réanimer? Et donc dans ce cadre-là, puisque le récit ne se dit pas de cette manière-là, on a été amené à essayer de construire un récit ensemble, un récit autour de plusieurs outils de médiation. Des outils de médiation qui pouvaient être des outils de médiation tangibles ou intangibles, et qui tournaient autour des temporalités du jeune. C'est-à-dire que ça pouvait être un test qu'on avait mis en place, qui était le Circle Test, qui était un test qu'on était amené à transgresser finalement, puisque c'était juste un outil de narration par la suite. Au début, c'était un outil de la recherche, et maintenant, c'est devenu un outil de ritualisation de notre prise en charge. Donc, on faisait un Circle Test, donc avec des sacs du passé, du présent, du futur, qui était quelque chose qui était pris par le jeune comme un outil de narration. Et puis il y avait les objets. On lui demandait de nous apporter, en pensée ou de manière matérielle, des objets du passé, du présent et du futur. Et ces objets-là, effectivement, qui nous amenaient, on les racontait ensemble. En tout cas, ce que tu relèves là, c'est qu'il y a une continuité qui doit être retricotée dans les temporalités où parfois la trajectoire difficultueuse de ces jeunes peut introduire des hiatus. On va essayer de voir avec Asma qui a écouté tout cela aussi et qui a eu l'expérience dans un travail particulier également où Asma a beaucoup travaillé à comment comprendre l'errance et la vulnérabilité des mineurs isolés étrangers pour mieux les accompagner. Qu'est-ce qui peut en être partagé, Asma ? Merci Charles. Alors, au travers de cette recherche, nous avons pu rencontrer des mineurs isolés étrangers qui étaient en errance et de ce fait échapper dans tous les sens du terme aux différents intervenants éducatifs, donc où il n'y avait pas d'accrochage. Alors nous avons il y a un cas particulier qui me vient en tête d'un garçon que nous allons appeler Karim, qui a été un enfant des rues au Maroc. Et c'est un harrag, donc il a brûlé ses papiers, il a risqué sa vie, son identité, etc. pour arriver en Europe. Et donc c'était un garçon qui était en errance. Donc pour mieux comprendre effectivement ce fonctionnement-là chez certains de ces mineurs isolés étrangers qui sont dans un fonctionnement en errance, c'est qu'il faut comprendre cette errance, ce que cette errance signifie pour eux. Il faut savoir qu'ils ont fui une vie catastrophique avec des traumas, parfois des environnements familiaux traumatiques, voire violents. Et donc, il y a dans leur trajectoire de vie et dans leur parcours une accumulation de facteurs et de défaillances et de vécus qui vont tisser une histoire de vie complexe et traumatique et qui constitue une vulnérabilité.
Donc, cette vulnérabilité va affecter non seulement l'individu, mais aussi le groupe, son histoire collective et son histoire en tant que sujet. Donc, cette errance, qu'est-ce que signifie cette errance pour ces enfants, ces jeunes-là, ces mineurs isolés étrangers? C'est paradoxal, mais cette errance peut être considérée comme un processus défensif. C'est-à-dire, ils ont fui quelque chose de traumatique, quelque chose de catastrophique, pour rechercher quelque chose de contenant. Donc, on l'a vu ce matin, on a dit que ces mineurs isolés étrangers cherchent ici une protection, une sécurité, une protection juridique, une protection parfois médicale, etc. Donc, cette errance va, chez certains, engendrer un sentiment de toute puissance, où le monde et l'espace et les limitations contraignantes de l'histoire du sujet vont être abolis. C'est-à-dire, être en errance, c'est être nulle part et n'être personne, c'est être partout et être n'importe qui. Donc, et on le voit bien, hein, on a parlé d'identité rapidement ce matin. Donc, c'est aussi l'identité de ces jeunes, c'est l'identité être des mineurs isolés étrangers. Et on a bien vu que, par exemple, ce garçon, Karim, qui ne voulait absolument pas qu'on établisse un document d'identité, est menacé carrément de repartir en errance. C'est ce qu'il a fait, justement. Merci Asma. On peut facilement entendre le sens et le poids de l'errance en lien avec la vulnérabilité et les différents mouvements psychiques que cela accompagne, ce qui doit être quelque chose d'essentiel. Ça veut dire aussi, Charles, et moi je crois que c'est très important dans le lien avec le référent éducatif, ça veut dire aussi qu'on doit comprendre les empêchements du jeune d'une manière différente. C'est-à-dire que par exemple pour ce jeune, la première fois qu'ils sont venus le voir à la police, venus le voir à l'hôpital après une bavure policière, aussi bien l'éducateur Semna que l'éducateur PJJ, Karim avait refusé d'aller en foyer. Parce que la question même du foyer pour lui représentait les foyers tels qu'il les avait vécus au Maroc et dans son et voilà. Et là c'était un point important et l'éducateur a pu entendre une souffrance et des inquiétudes différemment que d'un enfant qui ne veut pas, d'un enfant qu'on ne comprend pas. Et je me souviens pour Karim cette importance pour l'éducateur de l'accompagner pour faire ses papiers, pour établir de l'autonomie, pour voir un accompagnement éducatif avec nos représentations telles qu'on peut le penser. Lui, il disait, je suis bidoun hawiya, je ne veux pas d'identité, je n'ai pas besoin d'identité. Et ce qui était incroyable pour ce jeune, c'est que dans la bavure policière, on lui avait cassé ses jambes. Et pour Karim, c'était grâce à ses pieds qu'il avait pu fuir les bidonvilles du Maroc et arriver jusqu'en France. On voit bien tous ces malentendus qui sont primordial à pouvoir lever pour pouvoir accompagner le jeune et le mineur isolé dans sa temporalité et dans sa vulnérabilité psychique. On voit bien la trajectoire de ces mineurs est complexe. On va essayer d'écouter Madame Serouin. Madame Serouin, vous êtes chef de service de l'association Entend, qui se situe à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre association et les spécificités de votre accueil d'une part? Et d'autre part, pourriez-vous nous dire dans votre association quelle est l'importance de la formation professionnelle? Et la dernière chose, si vous pouvez la partager avec nous, comment accompagnez-vous ces jeunes gens de niveaux très hétérogènes vers la formation professionnelle? Et j'ai combien de temps pour ça? Bonjour à tous. Très peu de temps, on en a perdu beaucoup en amont. Bon, alors, effectivement, je vais présenter l'association Entend. L'association Entend a deux services. Service d'accueil des mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers, dont j'ai la responsabilité. Le service d'accueil, qui est un service qui accompagne justement les jeunes gens à la sortie des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, dont la chef de service ici présente, Sandra Mansouri, a la responsabilité. C'est une association qui est née il y a 15 ans, qui a une spécificité qui est celle de n'accompagner que des mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers, ce qui fait que, effectivement, ça nous a donné la latitude de réfléchir vraiment à toutes ces questions qu'on évoque depuis ce matin, aux questions que vous avez pu évoquer, Monsieur Di, sur qu'est-ce que c'est que d'accompagner un mineur isolé étranger dans le fait qu'il arrive ici, qu'on sait peu de choses de lui,
quand il arrive et qu'il a besoin d'un accompagnement qui nous a semblé adéquat dans une pluridisciplinarité. C'est pour ça que notre équipe est fondée autour de cette question de la pluridisciplinarité. Donc il y a des éducateurs, bien sûr, qui sont vraiment dans une relation très forte, parce que, comme vous le savez, accompagner des jeunes étrangers isolés, c'est des relations très fortes qui se nouent entre le jeune et nous. Donc des éducateurs, des professeurs français langue étrangère, parce qu'évidemment l'accueil se fait à travers, comme vous le soulignez, l'apprentissage du français et des mathématiques dans un premier temps. Donc on a 4 professeurs sur site, ce qui fait que ça crée aussi une dynamique de groupe. C'est-à-dire que les jeunes arrivent, se retrouvent dans un groupe de jeunes, mais dans un groupe aussi de professionnels, ce qui crée différents étayages. Ce qui permet aussi aux jeunes sans doute de se poser plus aisément, puisqu'il a un lieu. Voilà. Et des référents pédagogiques concernant la profession professionnelle, puisque c'est des référents pédagogiques, c'est des professionnels de l'association qui ont vraiment été, d'abord qui étaient professeurs FLE, français langue étrangère, et qui ont dû vraiment s'interroger sur comment accompagner ces jeunes dans leur projet d'insertion. Parce que, effectivement, la mission à laquelle nous on s'attelle vraiment, c'est de l'accompagner dans son projet de vie. Donc, effectivement, si c'est rentrer au pays, c'est rentrer au pays, mais ça arrive très très rarement. Enfin, moi, je suis chef de service depuis 7 ans et j'ai eu affaire à cette question-là sur un jeune. Or, sur mon service, on accueille à peu près entre 40 et 45 jeunes. Et que du coup, de partir du désir du jeune, de son projet, du métier qu'il veut apprendre, de la façon dont il envisage la vie en France, parce que toute la question aussi, c'est, il arrive avec des idées, et il y a la réalité, des idées qui lui ont été transmises par son milieu d'origine, des idées des exigences familiales, des exigences de parcours professionnel, des exigences économiques, et que tout ça, il faut arriver à créer vraiment un pont entre le désir du jeune et la réalité. Et bien sûr, avec la question dont on a parlé un peu ce matin, mais qui nous est vraiment très présente, c'est la question de la régularisation, c'est-à-dire être autorisé à travailler et à vivre en France. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité, c'est vraiment une réflexion qui s'est faite avec les professionnels, qui a construit l'accompagnement. Il faut que je vous dise aussi que la clinique est très présente à l'association, parce que l'association a été créée par Serge Beaugrand, qui est un clinicien, qui a aussi créé Télémits, certains d'entre vous doivent connaître. Et donc la clinique est très présente, ce qui nous permet aussi, avec le groupe de professionnels qui est fait de femmes, d'hommes, qui est fait de gens qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent de France, qui ont des origines aussi de parents maghrébins, donc ou du Maghreb ou de l'Europe. Enfin, c'est-à-dire que il y a aussi, il faut imaginer que l'équipe aussi est porteuse de ces différences culturelles. Mais du fait d'être français et d'être accompagnant à une insertion. Et notre travail, c'est pas tant une assimilation, c'est vraiment un travail de place, d'aider le jeune à trouver sa place dans cette société à travers son travail, à travers sa légitimité administrative. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a un grand parcours administratif qui se fait dans ce cadre-là. Merci infiniment pour cet élément où vous mettez l'accent sur l'accompagnement et la clinique dans un contexte de travail pluridisciplinaire, pluriprofessionnel et des professionnels d'origine culturelle multiple. Métissé. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on a beaucoup de... Enfin, à l'heure actuelle, on a 6 éducatrices. Et sur les 45 jeunes qu'on accompagne, on a 40 garçons. Donc il y a aussi ce rapport-là, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un rapport à travers la multiculture, c'est aussi un rapport entre de homme à femme, parce que c'est des jeunes gens, parce que il y a cette question qui se pose, que c'est une réflexion qu'on a autour de cette question, qu'ils arrivent avec l'histoire qu'ils ont. Donc il y a des choses qu'ils connaissent, il y a des choses qu'ils partagent. C'est encore une fois ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on envisage vraiment cette relation comme une rencontre. En tout cas, c'est une rencontre d'une complexité.
On l'a entendu. On va continuer pour gérer le temps. Merci. Merci Françoise. Merci pour la question des ponts et la question des identifications multiples. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'accueil des mineurs isolés étrangers à la Maison des Adolescents, dans le groupe NAMI, et par la suite avec cette question des identifications multiples et de pouvoir entendre des langues et de sonorités de manière différente. Donc on dit bonjour, mais on dit aussi salam alaikum, et on le dit aussi en soniké, en bambara, et on chante. On a beaucoup réanimé les sens anesthésiés par la parole et par la chanson. Alors il y a une chanson qui était très importante dans le groupe, c'était la chanson de Ya Rayah. Alors pour les adolescents, je vais l'entonner un petit peu, et je crois que Sévan voulait vous dire une petite phrase pour vous dire, pour accompagner ces jeunes en arménien. Donc يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Alors ce n'était pas une phrase, mais c'était un jeune homme nous avait dit qu'un proverbe bambara disait chaque goutte d'eau a son chemin. Et donc dans le cadre effectivement où on les prend en charge, je lui avais répondu qu'effectivement chez les Arméniens on jette de l'eau quand quelqu'un s'en va parce que l'eau revient par la suite. Merci Sévan. Ramet? Ça marche là? Oui. C'était juste pour rappeler qu'on était pris par le temps. Vous allez en avoir assez qu'on vous parle du temps. Et pourtant, une des conclusions de la recherche, c'est il faut prendre le temps. Ça fait gagner du temps. Alors, on va juste passer. Normalement, c'était pas prévu, mais on avait envie de vous passer la parole pour 2 questions très courtes avant de passer à la prochaine table ronde. Sauf s'il n'y a pas de questions. Ah si, là-bas. Merci. Je travaille dans un service d'aide sociale à l'enfance dans le Cher, et c'est un petit département qui n'a pas du tout ni les expériences que vous avez, ni les accompagnements ou thérapeutiques, ou tout simplement d'écoute des difficultés qu'ont ces jeunes et que la rencontre a du mal à se faire avec les équipes encadrantes. Est-ce que vous êtes aussi des interlocuteurs qui peuvent être en lien avec des départements autres que celui dans lequel vous êtes, pour conseil, c'est une question importante parce que nous n'avons pas d'interlocuteur la pédopsychiatrie chez nous n'a pas encore développé d'action, ou ça viendra peut-être, mais pour l'instant ça n'existe pas. L'êtes-vous? Alors oui, on a un dispositif qui s'appelle Médialliance. Alors Marie-Rose, vous voulez répondre? Allez-y. Non, fini. Ah oui, d'accord. Donc c'est un dispositif de médiation qui fonctionnait un petit peu sur le même mode que la recherche. Donc on peut se déplacer dans le service donc on peut se déplacer dans les services de l'ASE. C'est un service qu'il faut financer, qui est coordonné par le Centre Babel, et on se déplace avec un médiateur interculturel, ce qui permet déjà de tierciser, c'est un néologisme, enfin d'introduire du tiers dans la relation, de permettre la négociation et puis d'utiliser les leviers transculturels qu'on peut transmettre. Oui, moi aussi je voulais répondre à la question que Madame a posée dans le Cher, vous avez dit. Effectivement, il y a un enjeu à la fois. L'idée, c'est qu'est-ce que ces recherches qu'on a la chance de mener, vous disiez qu'on a la chance, c'est vrai, de mener, qu'est-ce qu'elles nous apprennent et comment on peut les partager avec d'autres. Donc, bien sûr, il y a la question des écrits, c'est pour ça qu'on a fait un vademecum, des tas de choses. Mais par ailleurs, il y a une autre réponse possible, c'est la question de la formation, effectivement, avec le centre Babel, des échanges comme ça qui permettent évidemment d'apprendre ensemble, et puis donc une possibilité
d'aider à la mise en place de dispositifs dans le cadre essentiellement donc de la supervision et de la formation. Effectivement, ça, c'est une des missions de Babel, comme nous on l'a fait au niveau, avec d'autres, au niveau français, au niveau européen. Donc oui, ça fait partie des choses possibles. Hein. En place au dessin de Pavot. Oui, merci. J'ai 4 petits dessins. Alors oui, le premier c'est... Ouais, bon, j'aurais voulu l'introduire, mais voilà, il est parti. Je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, je l'ai fait il y a quelques mois, mais il me semblait adapté à la journée. Voilà. J'ai fait un autre dessin qui évoque le titre de cette journée, qui parle de poser ses valises. Faire attention au service de déminage, quoi. Alors ensuite, j'ai un dessin qui évoquait enfin voilà, je voulais mettre en scène tous les gens qui nous parlent là maintenant, et ils nous parlent d'accueil et accueillir. On dit parfois que c'est partager le pain. Alors j'ai fait ça. Et puis un dernier dessin où je me suis permis de croquer Ramet Saint-Jacques. Elle m'a autorisé à le passer. Je pense que quand on est un mineur isolé étranger, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est de finir par rencontrer Ramet. Donc voilà. Merci. Je le récupère celui-là.